Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Et si la richesse des entreprises ne reposait plus sur ce qu'elles produisent, mais sur ce que nous croyons d'elles? Aujourd'hui, certaines marques valent des centaines de milliards de dollars, pas en usine, pas en cash, mais en image, en réputation, en attachement émotionnel. Alors pourquoi sommes-nous prêts à payer 10, 50, voire 100 fois plus cher pour un produit quasi identique? Pourquoi certaines marques survivent à tout, même à leurs propres erreurs? Et surtout, qui crée réellement cette valeur? Les entreprises ou nous? Dans cet épisode du Regard décalé avec Michel Ernst, on décrypte ce pouvoir invisible, colossal, presque irrationnel, la valeur des marques, celle qui n'existe que parce qu'on y croit. Bonjour Michel Ernst. Bonjour Gaël. Alors je suis ravie de t'accueillir pour aborder un point qu'on aborde quand même rarement finalement en parlant d'économie. Et si j'ai fait appel à toi, c'est parce que justement, tu t'es spécialisé sur ce point à une époque, c'est la valeur d'une marque. Et quand j'entends valeur, c'est pas la valorisation boursière, c'est la valorisation finalement presque psychologique de la marque basée sur l'image, la réputation, la fidélité des consommateurs, etc. D'abord, une première question, Michel. Comment est-ce qu'en tant qu'économiste, à un moment donné, tu t'intéresses précisément à ce sujet-là? En fait, je vais raconter une anecdote, vécue. J'étais tout jeune analyste, donc ça remonte à quelques décennies et à l'époque, le célèbre, chocolat Côte d'Or, hein, que l'on connaît tous, était coté en bourse et un jour, chocolat Côte d'Or fait l'objet d'une OPA par Jacob Suchard, le grand groupe suisse. Et à l'étonnement de beaucoup, Jacob Suchard offre, un prix qui est le double de ce que valait l'action à l'époque en bourse. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas. J'avoue que j'étais aussi étonné. J'ai commencé à chercher, à étudier et j'ai découvert que finalement la principale raison qui expliquait, le paiement, tellement élevé payé par Jacob Suchard pour acquérir, Côte d'Or, c'était que Côte d'Or avait une forte valeur de marque. Donc c'est-à-dire que si Jacob Suchard avait créé un réseau, je dirais, chocolatier aussi fort et aussi connu que, Côte d'Or, il aurait dû payer très cher. Et donc c'était finalement la valeur de la marque Côte d'Or qui expliquait une grosse partie de la différence de prix payé entre le cours de bourse et le prix payé par Jacob Suchard. Alors évidemment, dit comme ça paraît très, très logique, mais la question, elle est essentielle. Comment est-ce qu'on peut estimer finalement cette valeur de marque? Sur quoi on peut se baser pour avoir une estimation correcte d'une valeur de la marque? En fait, si je veux être tout à fait, précis et technique, il y a 2 manières de, je dirais, valoriser une marque. Il y a la valeur de la marque en tant que telle, ce qu'on appelle en brand value, donc qui est mesurée de manière financière. Et comment est-ce qu'on mesure une valeur financière d'une marque? En fait, je dirais, c'est simple. On se dit: «Bon, si, si la société doit licencier, donc doit donner une licence pour utiliser sa marque, combien pourrait-elle recueillir pour, les licences de sa marque?» Ça, c'est la valeur financière. Et puis il y a un autre, disons une autre manière de valoriser une marque, qui est valorisée via ce qu'on appelle l'indice BSI, c'est, BSI pour Brand Strength Index, donc qui mesure en fait de manière non financière, la valeur d'une marque sur base de quoi? De sa notoriété, de la fidélité des clients, voilà, de choses non financières. Mais c'est effectivement pas très tangible quand même pour pouvoir estimer financièrement. C'est quand même des concepts assez abstraits, la fidélité. La fidélité, oui, mais alors évidemment, il y a différentes mesures, hein, qui sont prises. Je dirais, il y a des enquêtes qui sont faites et je vais déjà donner des exemples concrets. Aux États-Unis, par exemple, la marque qui a, l'indice le plus fort selon l'indice BSI, c'est-à-dire qui est la plus forte en termes de notoriété FIDC, c'est, Apple. oui, mais c'est d'abord YouTube, c'est la première. Ah ouais? En Europe, c'est une société qui est non cotée, qui a la plus grande notoriété, la plus grande fidélité et cetera, et je dirais beaucoup de parents et d'enfants la connaissent, c'est Lego. Ah ouais. En Asie, la, société la plus importante en termes de, aussi de notoriété, de réputation et cetera, c'est WeChat, hein, c'est le fameux réseau, asiatique. Donc ça, c'est vraiment, la mesure non financière, la réputation, la notoriété et cetera. Mais à côté de ça, comme j'ai dit, on valorise des sociétés. En fait, c'est une société qui s'appelle Brand Finance, qui depuis 30 ans maintenant, valorise, c'est le leader mondial, hein, donc cette société Brand Finance valorise les sociétés, donc sur base de critères, financiers, c'est-à-dire, oui, les rapports annuels et cetera. Et en fait, elle estime que si donc
une société, licencie, sa marque, hein, donne des licences pour utiliser la marque, ça vaut autant. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Ben oui, je dirais, sans surprise, hein, la principale et la plus grosse, valeur, financière d'une société, c'est Apple. Donc Mmh. on estime actuellement qu'elle vaut 608 milliards exactement. Là, on parle Et de la marque, c'est pas la on pa valorisation. non, on parle de la marque, hein, je ne parle pas de la valorisation boursière, hein, parce que la valorisation boursière d'Apple est encore plus élevée, hein, elle est de plusieurs milliers de milliards. Mais donc dans la valorisation boursière d'Apple, il y a 608 milliards qui représentent la marque. Donc c'est une partie de la valorisation boursière, OK? C'est important. Et derrière Apple, qu'est-ce qu'on trouve? Microsoft, 565 milliards de valeur de marque, puis Google, 433, puis Amazon, 370. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate déjà? Ouais, ce sont surtout et d'abord les valeurs, je dirais, tech, hein, qui dominent le classement et des valeurs américaines. Oui, alors évidemment, on peut aussi prendre l'exemple d'un t-shirt basique pour se rendre compte que si on prend un t-shirt blanc sur lequel, il y a rien, VS un t-shirt blanc sur lequel on pose un logo type, Adidas, VS un t-shirt blanc sur lequel on pose un logo, Louis Vuitton, le t-shirt qui est de base à peu près identique aura 3 prix radicalement différents. Ah, évidemment, et c'est là qu'on voit effectivement la force, la valeur d'une marque. C'est qu'évidemment, quelqu'un pour, apposer le logo Apple ou voilà, n'importe quelle marque, hein, de luxe, par exemple, doit payer une licence. Et donc si on accumule les valeurs de toutes ces licences, et ben, ça vaut évidemment, beaucoup. Mais je dirais, ça vaut beaucoup, mais c'est pas immuable. Une valeur de marque peut et évolue en fait. Ça peut évoluer à la hausse, mais ça peut évoluer aussi à la baisse. Et ça, c'était justement un point que je voulais, aborder avec toi. C'est que on comprend bien finalement que la valeur d'une marque, elle a un aspect économique, mais surtout psychologique, hein. Finalement, il y a une espèce d'appartenance sociale, un statut qui va autour. Est-ce qu'à partir du moment où une marque est parvenue à obtenir, je veux dire, cette espèce de statut, cette aura, pourrait devenir presque indestructible? Et je vais penser en priorité, par exemple, à Coca-Cola qui est immuable depuis des décennies avec un packaging qui n'a quasiment jamais évolué sur un produit qui est fondamentalement ultra basique et très facilement copiable. Coca-Cola qui a traversé, comme beaucoup de marques, des scandales, des baisses de qualité, des erreurs parfois stratégiques et qui pourtant reste là comme si, bah, son aura était devenue inatteignable. Est-ce qu'on peut donc se dire que ces marques ne disparaîtront jamais? Bah, disparaître jamais, oui, c'est probablement, ce qui pourrait je dirais arriver, mais effectivement, il faut bien distinguer la valeur financière et je dirais la valeur de notoriété. Ça qu'on mesure via le fameux indice, BSI. C'est que je dirais, quoi qu'il se passe pour une société, quoi qu'il se passe vis-à-vis d'une marque, certaines personnes seront toujours fidèles à cette marque. Il peut se passer je vais donner un exemple concret. Il y a quelques années, il y a eu le fameux exemple du, Dieselgate, hein, dans lequel on avait notamment et surtout cité Volkswagen, hein, la société automobile, allemande. Bon, c'est clair, ça fait beaucoup de tort à Volkswagen. Ils ont perdu des clients, la valeur de la marque évidemment a été, détruite, en partie, mais il y a des gens qui resteront toujours fidèles à Volkswagen et qui maintenant, le scandale disons passé ou en tout cas, disais oublié, bah, voilà, ils auront toujours leurs aficionados, ils auront toujours, leurs supporters. Mais de nouveau, ne pas aller à zéro, effectivement, ça c'est clair, mais il y a des valeurs de marque qui ont fortement évolué à la hausse et d'autres qui ont fortement évolué à la baisse. Parce que je te parlais d'Apple tout à l'heure, hein, c'est la marque, la plus valorisée au monde, hein, donc 608 milliards actuellement qu'elle vaut. Mais Apple, je regardais dans certains classements, il y a allez, une quinzaine d'années, ça valait 100 milliards seulement. Donc Apple est de plus en plus valorisée. Pourquoi? Parce que, bah, ses produits évolués, elle est de plus en plus connue aussi via Apple Music, par exemple, et cetera. Donc voilà, la valeur d'Apple a évolué à la hausse. Inversement, si je prends excusez-moi le secteur tech, il y a des valeurs des sociétés qui avaient une grosse valeur auparavant, qui l'ont moins maintenant. Par exemple, auparavant, IBM, tout le monde avait un IBM quasiment, comme un ordinateur. Maintenant, IBM, a perdu beaucoup de son aura en la matière. Autre exemple, tout le monde auparavant avait un Nokia ou un Ericsson. C'est des marques qui ont été dépassées par d'autres. Ben, les valeurs Nokia, Ericsson valent moins qu'auparavant. Ouais, ouais, et c'est marrant dans ce que tu dis, ça me rappelle vraiment, quasiment mot pour mot une discussion qu'on a eue dans ce même regard décalé à propos du bitcoin, où le bitcoin ne tomberait jamais à zéro parce qu'au fond, c'est une marque. Oui, il y aura toujours des je dirais il y aura toujours des croyances, comme je vais appeler ça, mais voilà donc
Oui, les valeurs de marque évoluent et puis, je dirais même les secteurs évoluent parce que de fait, pour l'instant, on voit que c'est surtout, les marques de sociétés high-tech, hein, qui sont, fortement valorisées et d'ailleurs en la matière, on voit qu'il y a un sous-secteur, hein, qui évolue aussi de plus en plus à la hausse, c'est le secteur des réseaux sociaux. On voit par exemple, les marques, TikTok, Instagram, donc ce genre de valeurs qui évoluent, fortement, à la hausse les dernières années. De même, si je dois prendre un autre secteur, si je prends par exemple le secteur financier, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années? Ben, la marque Revolut est de plus en plus valorisée parce qu'elle progresse fortement, non seulement en termes, financiers, hein, dans les fintech, mais aussi parce que, ben, elle est de plus en plus connue, par le grand public. Et donc, si je comprends bien, il faut considérer qu'un produit et la marque qui va autour, beh, est composé de 2 éléments importants. C'est, bah, la valeur du produit, la valeur économique et puis il y a la valeur affective, l'actif finalement psychologique qui va autour. Mais est-ce que du coup, il y a peut-être pas un espèce de, je sais pas moi, de danger à partir du moment où on vient à ce point lier l'affect, à l'économie, de se dire: bah, OK, la marque, elle explose parce qu'elle est parvenue à créer une dominance culturelle. Je pense entre autres à Tesla, hein, qui a eu comme ça un espèce d'énorme carton où tout le monde, enfin voilà, Tesla, c'était le summum de la gloire. Est-ce que, bah, il n'y a pas un espèce de danger là, de se dire que à partir du moment où une valeur est basée, entre autres, sur l'aspect émotionnel autour de la marque, elle risque pas à certains moments, bah, de créer des sueurs froides à certains investisseurs? Ah si, c'est tout à fait le cas. Ouais, justement, tu citais le cas emblématique, de Tesla. Tesla a fortement progressé ces dernières années, mais il a suffi entre guillemets, et on se rappelle, il y a quelques mois que Elon Musk commence, à faire, de la politique, et la politique, malheureusement, je dirais, très portée à l'extrême droite. Il a suffi que Elon Musk appuie trop fortement, Trump et sa manière de procéder et on a commencé à voir, les ventes de Tesla, qui chutaient. Alors évidemment, il y avait aussi le fait que les, concurrents chinois progressent de plus en plus, mais, disons la valeur de Tesla, l'affect qu'on peut avoir pour Tesla a fortement régressé les derniers mois, et ça a probablement freiné, disons, dans sa progression qu'on avait vu les dernières années. Ah bah, voilà, je pense qu'on a quand même un bel aperçu finalement de cette, valeur autour, d'une marque, des valeurs qui sont, parfois colossales, hein. En préparant ce podcast, je lisais que certaines marques avaient, des valeurs de marque, qui équivalaient, à certains, PIB de certains États et de certains pays, en fait, hein? Oui, mais tout à fait, quand on parle, je répète, hein, des boîtes comme Apple ou Microsoft, hein, dont la valeur de la marque vaut 5 à 600 milliards, c'est beaucoup plus que, le PIB de certains pays, comme tu dis, ou disons, c'est la somme d'énormément d'autres sociétés cotées en bourse et là, je parle de valeur boursière. Donc, oui, la marque, c'est quelque chose, de puissant et d'ailleurs, je dirais pour terminer, c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, Apple, on sait quand on étudie la société, que des produits qu'ils vendent comme, le smartphone, hein, l'iPhone, disons, ils les vendent, mettons, je vais dire, allez, à 1 000 € de moyenne, hein, il y a des plus chers et des moins chers, mais on sait que la marge est de 80. Pourquoi? Ben parce que, il y a tout un affect, il y a tout un aspect psychologique, donc les gens sont prêts à payer cher pour avoir, un produit de la marque Apple. Et il y a tout ce côté, je dirais club select, hein, avec les magasins Apple, par exemple, hein, entrer dans un magasin Apple, bah, oui, c'est faire partie d'un club et on paye la marque, on paye le comment, la valeur de cette marque et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi pourquoi je dirais 2 produits qui peuvent être plus ou moins équivalents en termes de qualité, il y en a un, par exemple, qui va se vendre beaucoup plus cher qu'un autre. Pourquoi? Ben parce que c'est la valeur de la marque. C'est l'affect, c'est la fait de participer à un club select que n'aura pas un autre produit. Oui, et cette adhésion à ce club a évidemment, bah, on vient de le dire, un impact et on l'a vu, hein, tout récemment là avec les résultats d'Apple, le fait que les iPhones, la vente des iPhones ait été en hausse pour les derniers résultats, bah, ça a provoqué, le contentement des marchés qui récompense la publication des résultats en fait, sur base de voilà, d'une fidélisation des clients. Oui et de nouveau et sur le fait que, bah, la marque Apple continue à être forte et ça se voit effectivement, dans les ventes et dans les résultats de la société, quoi, hein. Alors que c'est vrai, il faut bien l'avouer, depuis déjà pas mal d'années, c'est vrai que l'iPhone d'Apple et puis l'iPad ça ont été des produits quelque part révolutionnaires. Ouais, il y a déjà pas mal d'années qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses révolutions, mais c'est là alors que joue la fidélité, du client, la réputation de produits de qualité
et que, sauf catastrophe, beaucoup restent attachés donc à Apple. Et ben voilà, comment est-ce qu'on peut répondre à la question, hein. Qu'est-ce qui crée de la valeur finalement, Michel? Je pense que le constat est assez clair. C'est pas tant le produit, c'est surtout notre psychologie et notre besoin d'appartenance à un statut social finalement qui crée des marques. Voilà, Merci beaucoup Michel, en tout cas pour ce décryptage des valeurs de marque et le partage de tes petites anecdotes passées, mais pas si lointaines, hein. au plaisir. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces deux cadeaux. À très bientôt. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.